stato molto bravo Schneider che poi subisce fallo, ma c'è la norma del vantaggio. Eto'o trova Milito, vanno avanti i due attaccanti principi dell'Inter. Milito, una finta in area, ancora è il principe Diego Milito, la firma lui, probabilmente questa finale, questa coppa. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Plaisir de vous retrouver l'un des derniers épisodes de la saison 2024-2025 de football de l'Inter. Et on va revenir du coup sur un bilan de fin de saison. On va revenir un peu sur toute la saison complète. On est à J+2 après cette défaite en finale de Ligue des Champions 5-0 contre le Paris Saint-Germain. Et on va essayer quand même plus ou moins objectivement de réaliser du coup le débrief de cette saison de l'Inter. Et pour m'accompagner, j'ai mes trois gars, mes trois membres de la team Benemata qui sont avec moi. Comment ça va, Fédé? Ça va, on va dire ça va comme le lundi après une défaite le samedi. Ça va mieux que samedi déjà. Mais ouais, bon, du coup, il fallait bien débriefer cette saison qui aurait pu être exceptionnelle et finalement, elle finit sur une pointe de déception. Pour m'accompagner aussi, je suis avec Antoine. Comment ça va, Antoine? Ça va. Bah, je me remets du traumatisme de samedi, on va dire, et plus le temps passe, plus on va essayer de passer cette épreuve quand même. Et pour conclure, on a Lorenzo qui est avec nous. Comment ça va, Lorenzo? Bonsoir à tous, hein. Écoute, on essaie de se remettre de samedi, hein, comme dit Antoine et Fédé. Maintenant, on attend la prochaine saison et les espoirs qui sont toujours là, hein. Et c'est ça, on va débriefer du coup cette saison en globalité. Alors, on va le faire déjà collectivement et individuellement, et vous aurez, on va dire, un autre style de format avec aussi des informations un peu plus précises sur l'avenir aussi de l'Inter dans la radio libre de la semaine prochaine. Puis donc, on en reparlera plus en détail dans cette radio libre. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce bilan? Bien prêt. Io sono pronto. Alors, on va Allez. commencer tout de suite. On va commencer tout de suite du coup avec le programme pour les auditeurs qui nous suivent sur Spotify, YouTube. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner et sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Spotify et de commenter et de nous faire aussi votre bilan collectif et individuel. Donc, on va revenir d'abord sur le collectif, le bilan collectif plutôt de la saison de l'Inter. Et nos intervenants mettront chacun une note sur 10 pour cette saison des Nerazzurri. Alors, elle s'est découpée sur 3 voire 4 tableaux, si on peut en parler comme ça, en sachant que évidemment la Coupe du Monde des clubs n'est pas encore jouée. Première phase donc de Serie A, on va dire. 38 matchs de Serie A, 81 points, deuxième après le Napoli. 24 victoires, 9 nuls et 5 défaites, 79 buts marqués et 35 buts encaissé. En Ligue des Champions, l'Inter a joué 8 matchs en phase de Ligue pour 19 points, quatrième de cette phase de Ligue, 6 victoires, 1 nul, 1 défaite, 11 buts marqués, un seul but encaissé. En phase éliminatoire, victoire 4-1 contre le Feyenoord sur la double confrontation, 4-3 contre le Bayern sur la double confrontation, 7-6 contre le Barça sur la double confrontation et la défaite 5-0 en finale contre le Paris Saint-Germain. Et en Supercoppa, l'Inter a gagné contre l'Atalanta 2-0, a perdu contre le Milan de 3-2 en finale, et en Coppa Italia, victoire de 2-0 contre l'Udinese en huitième de finale, 2-0 contre la Lazio en quart de finale, match nul à l'aller contre le Milan et défaite contre le Milan 3-0 au retour de la Coppa Italia. Voilà le bilan collectif, on va dire, statistique de la saison de l'Inter. Écoute, Lorenzo, je te laisse un peu ouvrir le bal. Voilà, quel est du coup ton bilan collectif de cette saison de l'Inter? Qu'est-ce que tu en as pensé? Et à la fin de ton propos, de nous donner ta note de la saison. Pour moi, ce fut une saison qui a été longue. On a joué quasiment plus de 60 matchs, si je me trompe. Pendant 60 matchs, on a rêvé, on a été enthousiasmé, on a pleuré, on a été également déçu de certains résultats.
Comme le fait qu'on ne gagne pas de coupe cette saison, la Supercoppa, la finale qu'on perd 3-2 alors qu'on menait 2-0, la Coppa Italia qu'on perd aussi, la Serie A où on finit deuxième à un petit point du Napoli, et puis cette finale de Ligue des Champions qui est malheureusement triste et décevante parce qu'on n'a pas existé en finale. Mais tout ça en fait ne m'empêche pas de me dire qu'ils m'auront fait rêver jusqu'au bout. Ça a été une finale, ça a été une saison incroyable parce que pour la première fois depuis très longtemps, j'ai cru au triplé. Les joueurs nous ont fait croire à ça aussi. Ils ont tout fait pour essayer d'obtenir ce résultat et obtenir ce triplé qu'ils n'ont peut-être pas réussi. Mais au moins, ils m'auront fait rêver. Ils m'auront donné cet espoir de l'avoir. Donc je leur mets un beau 7 sur 10. Parce que même si voilà, il n'y a pas les coupes, je peux pas leur reprocher d'avoir au moins essayé, de s'être battu jusqu'au bout dans toutes les compétitions, malgré l'effectif vieillissant qu'on avait, des joueurs en méforme, des joueurs qui sont arrivés mais qu'on finalement on s'est trompé, on a eu les cousins comme Taremi. Donc voilà, moi je leur donne un beau 7 sur 10 et j'attends les prochaines saisons avec enthousiasme. 7 sur 10 pour Lorenzo qui retient le côté positif du côté de la saison de l'Inter. Antoine, toi aussi, sur le bilan collectif de la saison, qu'est-ce que tu tires de cette saison 2024-2025? Et pareil, à la fin de ton argumentaire, quelle note tu leur donneras, Antoine? Alors, je donne une note de 7,5 sur 10. Déjà, l'un des premiers points très importants, c'est peut-être pas que les supporters, on va peut-être pas prendre en compte, mais que la direction, oui, c'est que la saison a permis pour la première fois à l'Inter d'être vraiment dans le bénéfice en termes de l'aspect financier. Vu les finances du club depuis un certain moment, on peut tous se dire que c'est une très belle chose. Mais la saison, elle a été, comme on l'a dit, on a vécu des très belles émotions. Et des émotions aussi très dures. Parce que l'Inter a eu un énorme défaut cette saison, c'est que quand c'était le sprint final, pas pour n'importe laquelle de ces 4 coupes, vraiment au moment du sprint final, l'Inter a chuté, ce qui a fait qu'on a eu 0 coupe. Malheureusement, il y a eu cette remontée en Super Coupe d'Italie où le destin semblait entre nos mains et puis finalement non. Puis le match nul face à la Lazio qui est hyper frustrant en fin de Serie A. Et le drame, entre guillemets, si on peut dire, le crash, le naufrage en finale de Ligue des Champions. Et que malgré toutes ces belles émotions, ce qui est triste dans cette saison, c'est qu'on a à retenir aucune coupe. Et pour finir, toi, sur ton bilan collectif et sur ta note? Ouais, je mettrais aussi 7,5. Parce que, ouais, on va quasiment au bout. À part la Copa où on sort en demi, on fait finale de Super Coupe. On joue le championnat jusqu'à limite les dernières 90 minutes de la saison. Pour la Ligue des Champions, je sais même pas si on peut appeler ça un cauchemar. Moi, j'ai plus de regrets sur la finale de 2023 que celle de samedi. Parce que celle de samedi, on n'était pas là. On l'a pas joué la finale en fait. On était cuit. En fait, le match, il n'était pas encore commencé que on était déjà cuit. Physiquement, c'était peut-être le match de trop. Et non, il y a pas. C'est quand même, ouais, voilà, tu finis deuxième, tu vas en finale de C1. Donc déjà, tu vas en finale de C1, c'est une saison à 7 sur 10. Donc ouais, non, 7,5. De toute façon, après, on peut pas, on peut pas tout jeter, comme il disait Lorenzo, ils nous ont fait rêver, tout ça. Mais on a fait la saison là avec nos armes et les armes d'un 14e budget européen. Pas les armes, on n'a pas, je pense qu'avec quelques recrues en plus l'été dernier, peut-être en hiver, avec un effectif un petit peu plus riche, je pense que il y avait moyen d'aller en chercher 2 sur 3. Et puis De peut-être de pas prendre une gifle en finale, même si voilà, c'est tout. toute façon, Voilà, maintenant allez, pour on moi, va la vivre finale, ça avec. fait atteindre, ça atteint une note au-dessus de 7, hein. Pour moi, 7 sur 10, pour moi, c'est le minimum, hein.
aussi pour continuer sur ce bilan collectif de la saison, euh, vu que j'ai 3 questions en tête, ça fera une question pour chacun d'entre vous, messieurs. Antoine, déjà, je voulais revenir aussi sur l'aspect gros match, où l'Inter a été assez défaillant cette saison, principalement sur le territoire national, en Serie A, en Supercopa et en Copa, contre le même adversaire d'ailleurs, sur ces 3 tableaux. Ce problème aussi récurrent dans les gros matchs, cette gifle contre le Milan 3-0, cette défaite après avoir mené au score contre le Milan 3-2 en finale de Supercopa, ces points perdus face à la Juve, ces matchs perdus contre le Milan, ces points aussi perdus contre le Napoli, la Lazio évidemment à la dernière journée. Euh, Est-ce que ça tempère? Est-ce que c'est aussi un marqueur négatif de cette saison pour l'Inter? Bah, forcément, les derbys de Milan et contre la Juve, on sait que c'est des équipes qu'on n'aime pas, c'est nos ennemis. Donc on peut pas dire qu'on est content de ne pas les avoir battus de la saison, pour être honnête. Maintenant, dans l'ensemble, c'est vrai qu'un champion de Serie A, si on prend du recul maintenant que le non-titre est digéré, au vu de nos très peu nombre de victoires, parce que face à des gros, il y en a une face à la Roma, deux contre l'Atalanta et une face à la Lazio. 4 face au top, top 8, je dirais, peut-être. Aller-retour. Seulement que 4 victoires, quoi. Et c'est pas beaucoup. Ça, faut être honnête. C'est très très peu. Et c'est peut-être là. Après, on peut énumérer plein de matchs. C'est trop facile de dire on a perdu là, c'est à cause de ça qu'on n'est pas champion. Quand on perd assez peu de points, mais c'est vrai que face au gros, on peut pas dire autre chose qu'on a merdé, littéralement. Des concentrations mentales, psychologiques, certains matchs où tu as perdu parce que ton adversaire était plus fort tout simplement aussi. Donc c'est un petit point noir de la saison, surtout je dirais pour les derbies contre Milan et contre les Zèbres. Aider aussi pour sur cet aspect de trophée de saison blanche, pardon. Euh, Quelle compétition te laisse le goût le plus amer? Est-ce que c'est la Ligue des Champions où t'as même pas joué la finale et si au moins t'avais eu des intentions et autres, si au moins t'avais fait le même match que t'avais fait contre City, peut-être il y aurait moins de regrets. Est-ce que c'est la Serie A que tu perds alors que le Napoli t'avait redonné la possibilité d'être champion? Est-ce que même si c'est des compétitions mineures, mais est-ce que c'est la Supercoppa face au Milan alors que t'as 2-0? Est-ce que c'est la Coppa Italia face au Milan où, mine de rien, il y avait peut-être aussi la possibilité de faire un petit peu mieux au match aller et moins se faire secouer au retour. Quelle compétition pour toi vraiment te laisse le goût le plus amer sur cette saison blanche? Oh bah, le goût le plus amer, c'est le championnat. Parce qu'en fait, le championnat, Naples, il nous a trop remis en jeu. Et, et c'était simple de conclure le championnat. En fait, le championnat, on a perdu des points tellement bêtement, mais on en a perdu. Cédric Canale avait fait une liste, il y a au moins 10 matchs où on a perdu un ou deux points faciles. Euh, on repère contre la Lazio, on refait une erreur. En plus, c'est un penalty qui est. J'en veux pas à Bissek, hein, mais Bissek, la faute là, il l'a fait deux fois. Une en début de saison et une autre fois le match là. Et c'était. C'est vraiment, moi, c'est le championnat que j'ai le plus de regrets parce que la finale, je suis désolé, Paris était. Bon, nous, déjà, on était cuits, mais Paris Paris, collectivement, c'est quand même très fort. Donc, non, moi, c'est vraiment le championnat. Et puis, un peu la Super Coupe, parce que la Super Coupe, en fait, on l'a offert à Milan. On leur a donné. Ça fait deux titres qu'on leur donne, quand même, sur les dernières années. Mais non, moi, ça reste le championnat. C'est le goût le plus amer, parce qu'on avait vraiment, quand on n'y croyait plus, on a été à 3 minutes, finalement, d'être champion. Parce qu'on prend pas le but contre la Lazio. Bon, derrière, on fait le taf à com, et puis on est champion, et c'est tout. Et je pense que, ouais, l'amertume, elle est plus là.
Et Lorenzo, sur cette fin de saison, la Gazzetta avait fait un article sur ça. Les 42 jours du cauchemar pour l'Inter, du match à Bologne à la finale à la finale face au PSG, le triplé s'est envolé. C'est cette fin de saison aussi. C'est alors on a parlé de physique et comme cause, mais Cédric aussi, tu parlais de Cédric Canales, Cédric avait soulevé un bon point aussi dans sa vidéo débrief contre le Barça. Au fur et à mesure où l'Inter avançait, elle a jeté la Coppa Italia pour se concentrer sur deux compétitions. Ensuite, après avoir battu le Barça, tu as l'impression qu'il y avait un petit peu voilà, cette déconnexion en Serie A pour se dire cette fois-ci, on va vraiment tout jouer en Champions League pour à la fin produire un non-match, une non-performance en finale de Ligue des Champions aussi. Lorenzo, ça a été vraiment les 42 jours de cauchemar, comme le titre la Gazzetta, et c'est peut-être une période aussi qu'Inzaghi n'a pas connue. Alors certes, il n'était pas loin de l'élimination en 2023, mais il n'y avait pas de titre, il n'y avait plus de Coppa Italia à jouer. C'est aussi la première fois qu'il vit ce tout perdu en un peu plus d'un mois aussi, Lorenzo. C'est vrai qu'ils sont passés du tout gagné à tout perdu, ce qui va être le plus difficile, je pense, mentalement à se remettre. Même si, voilà, il y en a qui sont des leaders. Moi, je vois Bastoni, Barella, Lautaro. C'est des leaders, donc eux, ils vont réussir à se relever plus facilement que les autres, je pense. Euh, mais c'est vrai qu'on a senti surtout que bah, il y a des joueurs qui ont lâché petit à petit physiquement et puis mentalement. Di Marco, moi je l'ai dit, après sa blessure et que face au Bayern il revient mais de justesse. Déjà là, moi j'avais trouvé qu'il était juste physiquement. T'en as d'autres qui tu sentais n'arrivaient plus en cette fin de saison. Moi Mkhitaryan, moi sur cette fin de saison il m'a fait de la peine, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais pour moi en fait ça a été surtout une fin de saison qui a été mal gérée physiquement. Je pense que Inzaghi s'est raté sur les turnovers en fin de saison. Ça a été un échec collectif et c'est pour ça qu'il faut reconstruire, mais de façon intelligente. T'as pas tout acheté, t'es quand même passé pas loin de refaire un triplé, ce qui est magnifique. Donc je pense dans le fond ils se disent, on a peut-être tout perdu cette fois, mais on peut encore recommencer et regagner. Donc oui, pendant ces 42 ou 47 jours, j'ai plus le mot dans la 42. tête. 42 jours, bah finalement la fin elle est tragique, surtout avec ces finales en Ligue des Champions, mais elle peut aussi apporter de l'espoir parce que maintenant tu sais dans quoi tu dois vraiment faire le plus. Alors peut-être pour certains, bah, ils disent oui mais on aurait pu faire, franchement c'était faisable, on aurait pu faire mieux, mais faut quand même rappeler que cet effectif, on le crée quasiment limite avec beaucoup de joueurs qu'on recrute gratuitement. T'en as qui ont plus de 35 ans, je pense à Mkhitaryan et à Cherby. Genre, on pensait même pas, au début de saison, on rêvait même pas du triplé. Et ils nous ont donné cette intuition qu'on pouvait le faire. Donc moi, je vais pas leur en vouloir là-dessus. J'ai pas envie de les critiquer. C'est vrai que la fin est malheureuse, mais surtout, ça peut te porter de l'espoir pour l'année prochaine et pour les saisons à venir. Mhm. On va passer, messieurs, à l'image forte de la saison. Une image que vous retiendrez pour la saison prochaine. On a à boire à manger, on a du positif, pas mal aussi de négatif. Moi, les quatre images que j'ai sélectionnées, mais évidemment, vous pouvez aller sur d'autres images. Évidemment, l'élimination contre le Paris Saint-Germain, le but d'Acerbi contre le FC Barcelone, le doublé de Luka Jovic et le doublé de Pedro avec la Lazio. Ça, c'était un peu les images comme ça qui me sont venues rapidement. On pourrait penser au coup franc de Di Marco contre le Napoli ou à d'autres images. Fédé, pour toi, quelle est l'image de la saison? Voilà, si tu as une image en tête, une action, un but, une Qui a situation joué, qui a que tu vas joué choisir. beaucoup, L'image de la mais saison. pas. Pour toi, si je te dis l'image de la saison, à quoi tu penses? Je te donne n'importe quoi. Est-ce que tu penses au cinquième but de Seni Mayolo qui assène une manita? Est-ce que tu penses au but d'Acerbi? Est-ce que tu penses au but de Pedro, au doublé de Luka Jovic? À quoi tu penses sur l'image, sur la saison Ah, de l'Inter 2024-2025? moi, l'image de la saison, c'est Denzel après le match samedi qui a été faire le tour et remercier les supporters. Parce que Denzel, le Denzel de la saison dernière, d'avant,
Et le Denzel de maintenant, c'est pas le même joueur. Et moi, c'est vraiment l'image. C'est vraiment un mec. À un moment, je pensais, on rigolait bien. Il jouait avec des. Il y avait des montages. Il jouait avec des caterpillars, tout ça, un peu comme Lukaku, parce que c'était pas. On disait qu'il y avait des pieds carrés, tout ça. Mais pour moi, c'est l'image de la saison. Et je pense que Denzel, on l'a perdu. Je sais pas si vous vous souvenez de sa blessure qu'il voulait pas sortir. Vous vous rappelez quand il se blesse, il Et veut pas sortir et Ouais, je me finalement rappelle. il avant une sort trêve. derrière. Avant une trêve. Ouais. Ben, pour moi, c'est ça parce que je pense que s'il sort tout de suite, il est juste blessé pendant la trêve. Et Denzel, il nous a beaucoup manqué pendant les 40 jours où le Denzel de cette année nous a beaucoup manqué avec ses buts. Là, samedi, je crois que c'est lui. C'est lui et Thuram. Non, c'est Thuram qui est l'action la plus dangereuse. Ouais, finalement, on a tellement eu. Mais Denzel de cette année, la blessure de Denzel, je pense que c'est. Si elle arrive pas, on est champion. Et ouais, je pense que ouais, ça sauve un peu plus la saison. Pour moi, pour moi l'image de la saison, ouais, c'est la blessure de Denzel. Ok. Euh, toi, Antoine, l'image de la saison pour toi, Antoine, Ben, moi, je vais laquelle vous le dire sera-t-elle? direct, c'est ma photo Twitter, c'est le but d'Acherbi. Quand on repense au parcours de ce mec, ce qu'il a eu, ses problèmes privés, ses problèmes de santé. Vous voyez des gens dire d'un côté c'est normal, les défenseurs de l'Inter montent beaucoup. Alors lui, c'est celui qui monte le moins, et c'est le défenseur le moins technique. Et le voir comme ça qui surgit, mais ce tel goal, franchement, s'y Après, attendait. après c'est ton chouchou. C'est ton chouchou, Serbie. Il fait partie des joueurs que j'aime beaucoup, mais quand tu repenses à ce parcours qu'il a eu, ce but comme ça quand il survit, bah, c'est du respect, vraiment du respect pour lui. Ça représente vraiment les émotions, ce but. Parce que tu vois, tu mènes 2-0, tu es remonté 3-2 face à une équipe comme ce Barça. Tu te dis, c'est bon, on est mort. Franchement, tu te dis ça quand tu vois le 3-2. Et t'as Cherby qui surgit, qui te redonne cet espoir. T'as le stade qui s'enflamme derrière, t'as Fratesi qui reclaque son but. Et on va en finale, quoi. C'est le match avec le plus. C'est le match de Ligue des Champions le plus fou depuis je sais pas combien de temps que j'ai vu. Ah, pour beaucoup de suiveurs du football, c'était ça la vraie finale de Ligue des Champions, tu vois. Mais Exact. bon. Et du coup, Lorenzo, il nous reste toi. Quelle image de la saison retiendras-tu? Alors, je sais pas si c'est une image que je retiendrai de la saison, mais c'est plutôt une déception. Parce que, en fait, moi je me suis dit lors de la finale, putain, faut qu'il fasse rentrer un mec. Je pensais à Fratesi, qui te fasse un coup incroyable et tout. Et comme il sait le faire. Et en fait, je repense à son but face au Barça et face au Bayern. Pour moi, c'est ça l'image de la saison, c'est son but là, face au Barça, où il va hurler comme il sait le faire, mais genre, où il avoue en fin de match, je sais plus, une interview, où il t'explique que il a failli s'évanouir tellement il avait hurlé. Et on le voit à un moment où il sort du terrain parce que bah, il est encore un peu sonné. Bah, en fait, moi, c'est un peu, je dirais pas une image forte, mais une déception parce que je me dis, en fait, sur le banc, t'avais peut-être le moyen de faire quelque chose de différent lors de la finale, et t'as préféré mettre un joueur qui physiquement était rincé, qui je pense mentalement était épuisé aussi, alors que t'aurais pu tenter la pile électrique Fratesi qui aurait pu peut-être te changer. Et moi je trouve que cette saison, Fratesi on l'a beaucoup critiqué, mais je pense que c'est un mec qui a quand même aussi, vers la fin, je trouve qu'il a un peu progressé dans son jeu. Il gardait un peu plus le ballon, ce que je veux qu'il fasse parce qu'il sait très bien le garder. Il sait être dans la finition, il sait faire des passes quand il faut le faire. Pour moi, ça restera une déception et en même temps un peu le regret que j'ai avec Inzaghi de ne pas avoir créé de turnover peut-être un peu plus dur envers les titulaires.
Eh ben, vous avez 3 images assez marquantes de la saison, messieurs, pour me prêter un peu au jeu. Moi, puis ça conclura bien aussi cette saison, parce que je trouve que ça a été un peu la représentation de cette saison. Je mettrais comme image la main de Jan Orel Bisek contre le Genoa. Parce que mine de rien, ça résume un peu cette saison où l'Inter a mené 2-1 contre le Genoa. Donc il y a eu de l'espérance, ça résume un peu cette espérance qu'on a eu toute la saison. Et puis il y a cet accident, il y a cette main avec ce penalty de Messias qui nous crucifie, qui nous tue sur, bon là que sur entre guillemets un match, mais si on reprend un peu l'allégorie un peu de la saison, qui nous tue du coup cette saison, cette espérance qui allait jusqu'au bout, mais qui du coup ne s'est pas concrétisée, ça m'a fait penser un peu à cette main de Bissell contre le Genoa, ou même contre la Lazio, mais contre le Genoa, au moins, dès le début de la saison, ça nous a donné un peu un avant-goût de ce qui allait se passer. On va passer désormais à nos individualités. On aura nos intervenants ont choisi 3 joueurs chacun, dans le bon comme dans le moins bon. Et ensuite, j'ai choisi 2 joueurs en mention. Donc ces 2 joueurs, on en reparlera rapidement. Les intervenants donneront un petit mot chacun très rapidement dessus, mais je voulais quand même les mentionner pour qu'on ait une revue plutôt globale de l'effectif. Et je précise directement avant cette partie, on va pas traiter de tous les joueurs. Il y aura des joueurs, bon, on va pas spoiler tout de suite, mais il y a des titulaires de cette équipe dont on ne parlera pas. Pas qu'ils ont été mauvais ou alors qu'ils ont été très bons, c'est juste que les intervenants ont pris 3 joueurs chacun, donc on n'a pas pu faire tout l'effectif, mais on a essayé de prendre les cas les plus représentatifs pour en parler aujourd'hui. On va commencer par qui cette première partie de liste m'intéresse beaucoup chez toi, Lorenzo. Donc on va commencer par toi. Quels joueurs tu nous as mis dans ta liste? Quels sont les tops? Quels sont les flops? Et on te laisse du coup expliquer pourquoi tu as choisi ces 3 joueurs pour faire le bilan des individualités des Nerazzurri. Alors moi, mes individualités, moi en fait, moi au début, je savais pas si je vais commencer par le flop ou par le top. Je vais commencer du top au flop. Déjà, je vais être clair. Mes 3, en fait, c'est pour moi Barella, top, Acerbi, moyen et Mkhitaryan, déception. Alors Acerbi, je le mets dans moyen et top, hein, parce que voilà, j'expliquerai après. Donc en fait, moi je vais plutôt parler de Mkhitaryan pour commencer, tu vois, du flop, parce que pour moi vraiment, je trouve que cette saison, bah ça montre que ça a été la saison de trop, avec un empilement de matchs trop long, tu vois, pour lui, où il a trop joué. Ça se voit à la fin, il en pouvait plus tirer la langue. Et c'est moi je pense, ça a été la révélation de Inzaghi qui a réussi à remettre ce joueur dans un poste en plus que c'était pas forcément son poste, mais dans son meilleur niveau et dans son top moment, mais aussi son flop parce qu'il n'a jamais réussi à lui imposer une concurrence et peut-être pas une concurrence, mais un turnover régulier avec Mkhitaryan. Parce que on se souvient, les 2 dernières saisons, c'est Mkhitaryan qui joue le plus de matchs. Première saison, je crois qu'il joue quasiment tous les matchs, et je crois qu'il les joue tous à part un moment où il est blessé. L'année dernière, il les avait tous commencés. Et là, cette année, bah, ça a été un peu pareil, sauf à certains matchs où il l'a mis remplaçant. Mais, encore une fois, tu l'as utilisé jusqu'au bout, tu l'as usé. Il a quand même 36 ans, si je me trompe pas, il va vers ses 37. Donc c'est normal que Mkhitaryan, à un moment, ça flanche. C'est un joueur que j'ai beaucoup de respect et ça me fait mal de le mettre dans mes flops. Parce qu'il a vraiment été, pendant ces 2 dernières saisons, incroyables. Là, c'est la 3e et peut-être celle de trop. Et peut-être un départ en fin de saison cet été pourrait lui faire du bien et peut-être aller dans un championnat un peu moins élevé ou peut-être se faire un kiff en 2e division italienne. Cherby, moi en fait, comme disait Antoine, hein, je crois qu'on a beaucoup de respect pour lui quand on voit sa carrière. Quand on sait à quel point c'est un joueur qui a été incroyable finalement depuis son arrivée, le joueur qu'on attendait le moins. Moi je me rappelle quand il signe, je me suis dit pourquoi on le signe, à quoi ça sert, le mec quand il signe il a 35 ans, il est en perdition à la Lazio, ses portes ouvertes à chaque match.
Franchement, je vois pas l'intérêt de le faire signer et avec nous, il a retrouvé une seconde jeunesse. Il a été important dans tous les gros matchs, il a été imposant. Mais cette année, je le mets moyen top, mais je le mets plus dans mitigé. Si tu vois, je devais donner des notes, c'est Mkhitaryan, je lui mettrais un 5,5 et Acerbi, je lui mettrais 6,5, tu vois. 6, 6,5. Parce que cette année, il s'est quand même beaucoup raté dans certains matchs. Il a été moins rassurant qu'avant, que lors des 2 dernières saisons, mais aussi, il faut quand même savoir que l'été dernier, il a été touché d'une pubalgie. Il a mis un peu de temps à revenir. Il a été longtemps blessé au début de saison. Ça a été compliqué pour lui. Il est revenu au top dès qu'il est revenu. Mais c'est vrai que sur cette fin de saison, on sentait que lui aussi tirait la langue. Lui aussi, c'était compliqué. Que l'enchaînement des matchs, à un moment donné, 60 matchs dans l'année, c'est pas facile. Là, il a dit non au Rassemblement national, mais pour des raisons, je crois, avec l'entraîneur. Donc là, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc ça prouve à quel point que je pense que le joueur là, il est en. Moi je pense et je reste persuadé que cette année est sa dernière, soit dans le foot, soit sa dernière à l'Inter, parce que même si je suis plus du côté où il va raccrocher les crampons, parce que tu sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui dégageait de lui comme une idée derrière la tête. Et puis Barrel, là, moi je le mets en top. Moi je pense, et j'ai pas peur de le dire, ça a été le MVP de notre saison cette année. Moi, je l'ai vu rater très peu de matchs, toujours serein. Je lui ai trouvé une nouvelle maturité très intéressante dans les matchs. Il a jamais rien, même lors de la finale. Moi, je suis désolé. Moi, lors de la finale où ça a beaucoup débattu un Karim, pour moi, c'est le seul qui pressait. C'est le seul qui a tenté des choses. C'est le seul qui a tenté des passes en avant. Mais quand t'as les autres qui ne suivent pas, je ne citerai pas les noms, mais qui ne suivent pas, il peut pas jouer tout seul à leur place. Il peut pas tout faire, c'est pas un joueur de stats, et on l'a bien compris. C'est un joueur qui a un jeu qui est aujourd'hui plus posé, plus intelligent, peut-être moins de courses, mais toujours des courses intelligentes. Moi, je trouve que Barella, il a vraiment ce rôle de vice-capitaine, et quand il devait être capitaine, il l'a très bien fait aussi, c'est un leader, ça se voit. Je me rappelle de sa déclat lorsqu'il va avec l'Italie, il dit je veux tout gagner. Il a peut-être tout perdu, mais tu sens que c'est un homme nouveau, et un homme qui a grandi d'année et qui continue de progresser. Et moi, c'est ça qui m'impressionne chez ce joueur. C'est que j'ai l'impression qu'il a aucune limite dans sa progression. Et franchement, j'ai hâte de le voir l'année prochaine encore sous notre maillot. Après, pour revenir rapidement sur Nicolo Barella avant de passer aux deux autres listes, ce que je disais sur Nicolo Barella, c'est que c'est pas celui qui a fait la pire performance lors de la finale, mais c'est celui où, vu qu'il a le brassard de vice-capitaine, les responsabilités, la critique est logiquement plus élevée que sur d'autres joueurs. Je peux pas avoir la même critique, par exemple, sur un Mkhitaryan qui passe à côté et qui certes est un joueur important, mais qui n'est pas non plus le vice-capitaine ou un joueur qu'il a depuis 5, qu'il a même depuis 6 ans maintenant, parce qu'il est arrivé en 2019, Barella, que sur un Barella qui, moi, sur cette finale, quand même, m'a pas mal déçu, à l'image déjà de son premier ballon perdu à la 2e minute de jeu sur une relance où il nous met déjà dans la merde face au pressing du PSG. Moi, sa finale, sa saison déjà, je la trouve pas incroyable. C'est même, j'ai 3 saisons minimum de Barella qui sont bien meilleures que celle-ci et de loin. La saison du Scudetto, la saison du Scudetto sous Conte, la première saison de sous Conte aussi. J'ai même envie de dire la première saison sous Inzaghi, même si ça souffle le chaud et le froid, mais il était en période de métamorphose en tant que joueur, où son rôle évoluait. Mais même cette première saison d'Inzaghi, je la trouvais quand même meilleure que cette saison il y a eu des top performances comme Manchester City, comme plus le Bayern que le Barça d'ailleurs, parce que le Barça, ça a été, je pense pas que ça non plus, ça a été la plus belle des vitrines sur cette saison. Mais voilà, c'est plus par rapport à ça sur Barella. Maintenant, j'ai pas de doute sur le fait que son niveau s'élèvera sur les prochaines années. Euh, pour notre joueur italien. On va passer à la liste d'Antoine, tiens, parce elle m'intéresse pas mal aussi, cette liste. Antoine, c'est quoi les 3 joueurs que tu nous as sélectionnés? Quels sont les tops? Quels sont les flops? Moi, Et pourquoi cette liste? je vais faire durer un peu le suspense. Ce que je veux dire, c'est que je vais citer un joueur, je vais expliquer. Après, je vais passer à l'autre. Je vais pas tous les citer d'un coup. Du coup, je vais commencer avec Hakan Çalhanoğlu.
c'est un joueur. À sa saison, je suis mitigé, franchement. Je vais pas juste l'accabler pour son penalty loupé face à Naples, je préfère prévenir, parce que c'est son seul penalty loupé. Certes, c'est triste que ça soit dans un match aussi important, mais la saison de Hakan Çalhanoğlu, c'est peut-être la saison où il s'est le plus blessé déjà dans un point, parce qu'on a eu comme je crois, 2 périodes de blessure. Quand je dis 2 périodes, c'est pas juste il loupe un ou 2 matchs, c'est vraiment des moments où il était blessé. Et je trouve qu'il va manquer quelque chose cette saison. Je dis pas qu'il a été affreux à chaque match, mais je n'ai pas de match ou de période de référence pour Çalhanoğlu. Et j'ai l'impression qu'il manque vraiment de caractère parce que dans ces gros matchs, il n'est pas présent. La finale de la Ligue des Champions, je vais peut-être pas la prendre comme référence, c'est un naufrage collectif. Pour les 2 autres joueurs que je vais citer après, je vais pas forcément parler de cette finale, mais je pense que la saison de Çalhanoğlu aurait pu être clairement meilleure. Et dans l'ensemble, elle est un peu à l'image du milieu de terrain de l'Inter qui, hormis Barella, m'a assez déçu cette saison. Où quand Mkhitaryan a enchaîné le bon et le moins bon. Çalhanoğlu, j'arrive pas à décerner une bonne période. Et Asllani, on en a déjà trop parlé. Zielinski, où je trouve qu'il était très neutre cette saison. Et voilà, du coup, Çalhanoğlu, pour moi, c'est une saison assez décevante. Et je vais passer à mon autre joueur qui est un peu une surprise, c'est Zaleski, la recrue du mercato hivernal, qui a une clause d'achat à 6,5 millions, si je dis pas de bêtises. Il devrait être levé, on va pas se le cacher. Parce que ce que j'ai beaucoup aimé chez ce joueur, c'est la capacité qu'il a eu à porter en dribble, en 1 contre 1, sans non plus vous dire que c'est le meilleur dribbleur du monde. Quand on connaît les lacunes de l'Inter à cette position-là, ça nous a fait du bien. Et en plus de pouvoir évoluer à ce poste de piston gauche, il nous a apporté une variété tactique. Inzaghi a mis en place face à Como et au Toro, le 3-4-2-1, où il était le joueur en soutien de l'attaquant côté gauche. Et franchement, à un prix si faible, arrivé en hiver, c'est un très bon coup. Et pas grand-chose à dire de plus. Je demande d'en voir plus du coup sur la saison à venir, qui sera utilisé davantage, maintenant qu'on voit de plus en plus que le mec est bien intégré. Du coup, pour mon 3e joueur, je vais parler de Pavard. Il a eu un début de saison compliqué, à l'image de toute la défense quand même. Et je trouve qu'une fois que l'Inter a lancé un petit peu son rythme, il a pas vraiment fait de mauvais matchs. Il n'a pas fait énormément de masterclass. Il nous met le but de la qualif face au Bayern qui nous permet de nous envoyer en demi-finale. Et franchement, sa saison, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je dis pas qu'elle est fantastique, qu'elle est énorme, mais à chaque fois, c'était le joueur fiable dans l'effectif. Et très rarement le MVP, c'est vrai, mais tout le temps le mec qui faisait vraiment ses matchs. Et je trouve que il y a une rotation qui s'installe qui est intéressante avec Bisek. C'est que l'allemand peut être utilisé pour ses capacités athlétiques qui sont clairement supérieures. Et qui fait 2 mètres, on tire le corner, on sait que les 3 quarts du temps, il va te la prendre de la tête. Mais Pavard a son atout par rapport à Bisek, ce qui fait que ce sont 2 joueurs totalement différents. C'est son expérience. Le fait que le mec, défensivement, il va faire moins d'erreurs. Et ce que j'ai beaucoup apprécié là récemment, c'est qu'on voit de plus en plus un comportement de leader, où depuis la finale, c'est un des seuls joueurs à avoir pris la parole. Vraiment, depuis qu'ils sont rentrés à Milan, je crois qu'il n'y a que Pavard. Et là, dans les dernières heures, il y a eu Fratesi et Bastoni. Et depuis, c'est un des seuls joueurs qui a pris parole, qui a eu des paroles un peu pour remotiver le groupe. Donc voilà, c'était ça, moi, mes 3 joueurs à ressortir. Et Fratesi, pour approfondir ce que disait Antoine, a fait un post Instagram très pour s'excuser du match et en même temps disant son amour pour l'Inter, donc voilà. Et du coup, il nous reste la liste de Fédé.
Alors pareil, Fédé, tu nous le fais sans spoil, un par un. Je te laisse nous dire Ah, moi, je fais les tes trois. Bah, flop, moi, je top, fais les flop. trois directs. Non, non, moi, je fais les trois directs parce Ah, qu'ils direct, on ont, veut spoiler là, carrément. bah, ils ont un lien, en fait. Alors, Allez, moi, les vas-y, trois Fédé. joueurs, c'était Lautaro, Denzel et Bissek. Et le lien, c'est que, en fait, ces trois joueurs-là, ils ont, ils ont connu, selon, alors, Lautaro, c'était plus le physique en début de saison. Denzel, c'était la blessure en milieu de saison. Et Bissek, ça a été la sortie en finale. Et en fait, c'est des joueurs qu'on a achetés jeunes, pas chers, qu'on a fait évoluer depuis le temps qu'ils sont là. Lautaro, qui est là depuis presque 8 ans. Denzel depuis 4 ans et Bissek qui a 2018, appris l'année dernière. Lautaro. Donc, c'est-à-dire que il y a des gens, moi j'ai entendu des gens, ok, il faut mettre des moyens, tout ça, mais on peut acheter des bons jeunes à développer. Et ben, cette saison, Lautaro, son coup de moins bien, on l'a payé. La blessure de Denzel, on l'a payé. Et Bissek, sur la fin de saison, il fait quand même des petites erreurs encore. Mais on voit que Bissek, il y a quand même une augmentation du niveau depuis qu'il est arrivé. C'est des joueurs qui évoluent tous les ans, ils prennent un niveau supérieur. Mais du coup, c'est des joueurs finalement qui deviennent quasiment indispensables alors que c'est pas des joueurs qu'on a payés. Lautaro, on l'avait payé 20 millions. Enfin, Denzel, on l'a 23, payé. Ouais, mais bon, pour un attaquant, c'était pas non plus, c'est c'est pas rien, énorme, c'est tu rien. vois. Quand tu sais que c'est notre Euh, capitaine, que c'est le ouais, joueur aujourd'hui star de De- l'équipe, te dire que tu l'as payé que 23 en vrai. Denzel, tu l'as payé 14 millions, c'est pareil. Ouais, Et Bissek, et Bissek, quand on l'a acheté 7 millions, il y en a beaucoup, ouais, mais il joue au Danemark, tout ça. 7 millions Donc, payables en 2 fois. Donc 3 millions Trois la fois. première année, 6 millions trois fois même en 3 fois. Techniquement, on n'a pas et fini 2 de payer millions Bissek. chaque année. Non, il reste une saison, mais bon, pour les deux derniers, les 2 millions et demi qui restent, même si on le vendrait, on les, on est en Non, ce serait plus-value. une plus-value énorme, lui. Donc, c'est-à-dire que, ce qui veut dire, c'est que cette saison, on aurait eu peut-être un peu plus de joueurs comme ça, c'est des coups, ben, on aurait peut-être pu aller un peu plus loin. Et bizarrement, ces joueurs-là, qu'ils n'ont pas été toute la saison à leur vrai niveau, ben, on l'a payé. Et Bissek, bon, du coup, à la place, moi, au début, je voulais mettre Zaleski. Mais comme Antoine avait déjà pris Zaleski, parce que c'est Zaleski, c'est pareil. Zaleski, cet hiver, il y en a beaucoup ils étaient pas trop chauds pour le prendre. Puis finalement, là, maintenant, tout le monde, il veut lever l'option d'achat. Et Zaleski, on a vu qu'il pouvait jouer piston. Et de toute façon, c'est le premier remplacement qu'il y a eu samedi. Et il peut aussi jouer au milieu de terrain. Parce qu'il a tenté Variété 2 fois tactique. et C'est la variété tactique. Et ça, c'est hyper intéressant, même à l'avenir de l'Inter, de savoir que tu as ce 3-5-2, tu as le 3-4-2-1. donc d'une saison qui, elle est pas réussie parce qu'il n'y a pas de trophée, mais elle est pas ratée non plus. Il y a quand même, on sait qu'il y a des petits détails qui nous auraient permis. Je pense que déjà l'année dernière, on a eu beaucoup moins de blessures que cette année. Cette année, on a eu Pavard qui a été longtemps blessé. Acerbi, à un moment, Acerbi, il jouait plus. C'était De Vrij qui jouait, qu'on a eu de la chance, qui s'est pas pété. Mais on a eu beaucoup de joueurs qui ont eu plein de pépins. Tu as parlé d'Akan. Akan, c'est, je pense, la saison chez nous où il y a eu le plus de pépins physiques. Di C'est Marco, sûr. c'est pareil. Di Marco et ben, c'est ça tu vois, les trois joueurs-là, ils résument. Denzel, je pense que si on le perd pas, parce que Denzel, on le perd vraiment à la période charnière de la saison. Et je pense que c'est peut-être la blessure qui nous a fait le plus mal parce que Darmian, ok, il a 36 ans, beaucoup de critiques, mais Darmian, il était pas là pour jouer 7, 8 matchs, 90 minutes à la suite. Après, Darmian sait qu'offensivement, c'est pas, il met son petit but de temps en temps, tout ça, mais c'est pas Denzel. Et
Bah, c'est des joueurs, finalement, Lautaro, les quelques buts en plus qu'il aurait pu marquer, la saison, elle est différente si, mais bon, ça après, Mm. Euh, on va faire quelques petites mentions. Ben, vu que j'ai 3 mentions, parce que j'en ai mis une à jour depuis, vu que j'ai 3 mentions, vous êtes 3, ça en fera un par personne, donc c'est idéal. Eh ben écoute, je vais te lancer, Antoine, vu que tu as déjà parlé d'un milieu de terrain, on va plus te laisser le piston gauche Federico Di Mirco. 47 matchs de compétition confondus, 4 buts, 11 passes décisives pour l'Italien, qui a vécu une fin de saison, même une saison, on va dire, mi-chaud, mi-froid. D'ailleurs, peut-être un peu plus froid que chaud. Il a des images positives pour lui, mais Antoine, c'est vrai qu'il a pas mal d'images négatives qui vont rester un bon paquet de temps avec le 1 sur 10 notamment qu'il a reçu dans l'équipe. Après l'équipe, bon, je vais pas m'épiloguer sur leurs notes. J'aime pas trop leur manière de noter, mais Di Marco, C'est pas une depuis référence, hein. voilà, Di Marco depuis le quart de finale, les carences défensives, elles ont été exposées depuis la confrontation face à Michael Olise. Je vois beaucoup de monde parle de face à Lamine Yamal, et pour moi, c'est depuis la confrontation face à Olise. Mon retour de blessure qui a fait in extremis, est-ce que ce serait pas trop précipité? Je ne sais pas. On sait que c'est un joueur qui a souvent eu du mal physiquement. 65e minute, ça a toujours été un joueur qui sortait. On l'aime beaucoup, hein, Di Marco. Ça, c'est un truc on va pas le nier. Son apport offensif, il est présent. Tu m'as dit 11 passes décisives. C'est à vérifier, mais il doit être le ou l'un des meilleurs passeurs de l'Inter. En tout cas, il est dans le classement. Son super pied gauche, son coup franc contre Naples, rien à dire. Maintenant, les carences défensives ont été beaucoup trop mises en avant sur cette fin de saison. Et parfois, c'est peut-être le premier but, c'est de la concentration, c'est de l'alignement, c'est un peu bête comme faute, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur lui? Ben, Si vous on avez a quelque tout. chose à rajouter, je vous écoute. Je pense que on en va parler vu que nos autres intervenants auront aussi d'autres joueurs. On va rester sur ces joueurs-là. Euh, Fédé, j'ai envie de t'interroger, mais que tu n'as pas mis de milieu de terrain dans ta liste. On va revenir un peu, je te laisse revenir sur le cas de Christian Aslani. De- 35 matchs de compétition Denzel, confondue. Oui, mais c'est c'est un milieu de piston. terrain, hein. Un piston plus qu'un milieu de terrain. 16 Bon, titularisations, 3 buts et 2 passes décisives pour l'Albanais. Moi, Christian Aslani, je l'ai mis dans les mentions parce que mine de rien, il a pas mal joué sur la fin de saison. Il y a eu des performances à souligner, on va dire. Mais bon, sur la fin de saison, où mine de rien, on était plus, on va dire, focus sur la Ligue des Champions plutôt que le championnat, même s'il était toujours en jeu. Et puis, il y a la question aussi de l'avenir de Christian Aslani. On n'est pas parti des infos qui sont sorties, on n'est pas parti vers une révolution côté Inter, donc des joueurs comme Çalhanoğlu devraient rester en tout cas une saison de plus. Voilà, donc en même temps le bilan de la saison de Christian Aslani, Fede, et en même temps l'avenir de Christian Aslani, qu'est-ce qu'on fait de l'Albanais? ah bah, alors, ce qui est dommage avec Christian Aslani, c'est que ces derniers matchs, en fait, il a fait des bons matchs, mais c'est un peu passé. En fait, il y a trop personne qui a regardé parce que comme c'était en championnat et que tout le monde justement était focus sur la Ligue des Champions, ses performances elles sont plus ou moins passées inaperçues. Alors que bah, il met 2 buts, bon c'est des pénaltys, mais bon voilà, il s'est tiré les pénaux. Et ces matchs, ils ont pas été. Ça nous a changé du Aslani qu'on avait pu avoir quasiment 90% du temps à l'Inter. Par contre, je pense qu'Aslani, bon, c'était la dernière. Je pense que cet été, c'est fini, quoi. De toute façon, ça a déjà été annoncé que il y a une offre, il part. Bah voilà, je pense que moi, Aslani, il a fait le tour chez nous. C'est pas un mauvais joueur. Je pense que Regista, c'est peut-être pas le poste où il peut le mieux se montrer, mais que c'est pas un joueur non plus de grand club. Je pense qu'un Aslani dans une Fiorentina, attention.
Non, c'est pas dans un club qui joue les places qualificatives en Ligue des Champions. Mais un club comme Bologne, la Fiorentina, la Lazio, tous les équipes là, vers la 5, 6, 7, 8e, 8e place, je pense que Aslani, c'est un joueur qui leur fera du bien. Et que même lui, je pense que niveau attente, ce sera peut-être plus facile pour lui de s'épanouir dans ce genre de club qu'à l'Inter ou. Après, il n'y avait pas le choix. À l'Inter, c'était il remplaçait Akan quand Akan ne jouait pas et on attendait d'Aslani, on attendait d'Aslani qu'il fasse du Akan, quoi. Et quoique sur la saison des deux, on a moins vu la différence que sur la saison dernière où vraiment Akan il avait joué quasiment tous les matchs, il avait été super fort et Aslani qui était un peu passé au travers. Mais non, Aslani, je pense que je sais pas s'il va jouer la Coupe du Monde des clubs, mais si ce sera ses derniers matchs à l'Inter, ou à moins que c'était la finale. Mais je pense que cet Moi, été, il s'en va. je rajouterais un truc sur Aslani, c'est on a parlé du système quand l'Inter joue en 3-4-2-1 en fin de saison. Est-ce que c'est pas ça qui l'a aidé? Parce que D'un j'ai vraiment milieu à trouvé deux, Ça, j'y pensais. Ouais, j'y pensais oui, justement en plus. moi je le trouve vraiment beaucoup plus intéressant là. Parce qu'il n'est pas Bah, seul Ouais. Faut meneur de jeu contextualiser le fait motivé. que c'est une fin de saison, tu sentais qu'il y avait après, de la légèreté, c'était les je Las pense que. Véron aussi, bon, Ouais, mais on n'avait pas Il l'année y a eu dernière, Thuram, Karim. non? on n'avait pas vu les performances les plus Ouais, remarquables mais non plus face à de la l'année dernière, Fiorentina. Rotterdam, Karim, il fait un bon match, hein. Rotterdam, il fait un bon match. à Rotterdam, où il fait un match, et Karim, où je suis pas d'accord avec toi, et là je te contredis, l'année dernière, même dans ces matchs-là, on le trouvait pas bon. Alors que cette année, dans ces matchs-là, on l'a trouvé un peu mieux. Moi, je pense surtout que C'est juste un mentalement, peu mieux 3 saisons après, ouais, c'est mais je vraiment pas pense que plus mentalement d'exigence, hein. aussi, Un autre il est exigence, peut-être c'est en train de niveau comprendre, il est peut-être en train de comprendre aussi que l'Inter, c'est pas un Empoli, que l'Inter, c'est au-dessus, et que si il veut avoir une chance dans un club comme ça, il doit mûrir. Et moi, c'est ce que je lui reprochais depuis qu'il était à l'Inter, c'est ce manque de maturité. Il jouait comme s'il était à Empoli, qu'il jouait un jeu en mode ah mais moi c'est bon, je sais faire, mais alors que non, t'es à l'Inter, tu es remplaçant. Après c'est aussi, moi je pense aussi un peu à Cannes qui t'explique qu'il le prenait sous son aile, mais qui lui a un peu expliqué que il devait mûrir dans son jeu. Moi je le trouve plus dur sur l'homme déjà, et c'est quelque chose qu'on lui avait beaucoup reproché et là-dessus, je trouve qu'il a progressé. Donc, si c'est vraiment sa dernière année avec nous, bah, je trouve que c'est dommage parce qu'il montre enfin des bonnes choses. Et peut-être qu'en plus, Inzaghi va changer de système parce que tu le vois, si ces derniers matchs il a tenté autre chose, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête aussi, Inzaghi. Ouais, après, je doute s'il ait pour changé de système sans raison, hein, parce que non, c'est mais la il changera première pas, fois ouais, en puis 4 ans. il changera pas de système. Le 3-5-2, c'est son système. Mais pour finir aussi sur C'est la Aslani, première fois heu, en 4 ans qu'il a changé de système, c'est pas dans le vent et dès le coup d'envoi, il l'a fait, hein. mais comment ça s'appelle? Moi, il y a un point qui est problématique, si tu pars du fait que Çalhanoğlu va rester, très certainement, et que tu repars avec Aslani une nouvelle saison en disant: «Peut-être qu'il a compris», et que la saison prochaine, il nous refait, comme il a fait sur le début de saison, enfin jusqu'à le dernier tiers de la saison, quoi, où on a vu quelque chose d'un petit peu mieux. On n'a pas non plus vu des choses merveilleuse où on en a pris plein les mirettes, comme on dit. Donc on repart sur une saison prochaine avec Çalhanoğlu, où on ne sait pas trop dans quel niveau il aura au Bah, long de déjà la cette saison. année, comme a dit Et Antoine, Akan était Un mitigé. Aslani qui potentiellement va pas et Aslani qui potentiellement peut aussi faire une saison aussi pas ouf que ce qu'il a produit 80% de la saison. Donc tu te retrouves avec le numéro 6 où où on refera les mêmes débats. Oui, on a un problème en 6, Çalhanoğlu n'est pas bon, mais le problème c'est que son remplaçant il est pas meilleur. C'est un problème qui se pose, et tu te dis, si on repart avec notre même problème de Regista la saison prochaine, ça va être vraiment problématique, hein. Ouais, mais lors de la finale, tu as vu que ton 3-5-2 ne fonctionnait plus. Peut-être que Ouais, mais maintenant. Inzaghi restera en Oui, 3-5-2. mais Non, tu on sais ne pas sait ça, pas. Karim. Faut On pas ne te sait tromper. pas. Parce que lorsque, comme a dit Antoine, moi, ce qui m'a étonné lors des derniers matchs, c'est qu'il a changé de formation. Inzaghi, Et le coup même, d'envoi. même l'année dernière, quand il gagne le titre et qu'après il n'y a plus rien à jouer, il n'a jamais changé de formation. Maintenant, il se permet de la changer. Est-ce qu'il n'a pas compris que certaines choses n'allaient plus avec son 3-5-2 et qu'il fallait peut-être qu'il apprenne à un peu
diversifier sa façon de faire et son schéma, on ne sait pas. Peut-être que Karim, c'est toi qui auras raison. Mais cette année, est-ce que, comme a dit Antoine, Hakan a été moins bon? Hakan a été moins bon dans ce rôle. Tu sais que Hakan n'est pas un Brozovic, par exemple, pour ce rôle. Et que par rapport à Brozo, il va faire des erreurs que Brozo ne faisait pas forcément. Il a prouvé qu'il a réussi, et c'est incroyable, de prendre ce poste. Mais aujourd'hui, Aslani, il te permet peut-être d'avoir une diversité que Hakan ne te permet pas. Peut-être que Inzaghi est en train déjà de réfléchir à l'année prochaine, tu vois, à comment il peut changer son schéma. S'il tente Zalinski à ce poste, c'est qu'il a des idées. On va voir la saison prochaine. Bon, déjà, faut voir si on en reparlera après. Faut voir déjà si Inzaghi reste, mais on va en reparler de toute façon dans cette prochaine partie sur Simone Inzaghi. Et le dernier joueur, du coup, Lorenzo, il est pour toi. Et on va quand même finir un peu sur une note positive. Un bilan quand même pour finir sur les mentions de la saison d'Alessandro Bastoni, qui pour moi se classe parmi l'un des 3 meilleurs joueurs de la saison avec Dumfries, mais on va mettre Thuram, même si Thuram il est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué Alors vers moi, la Thuram, fin, je ne je mettrais pas, Sommer, parce que sa je deuxième sais, mais partie de saison, on peut même en si parler Thuram, aussi. Ouais. il y a des choses dans le jeu, il n'y a pas eu tout Sommer, parfait, mais il y a toujours eu Sommer. des intentions avec Thuram. Mais Ouais, bon, Sommer, de toute façon, ouais, je pensais plutôt de Sommer. toute façon, bon, de base, c'est pas Thuram le débat, on va Dumfries, rester sur Sommer, Alessandro Bastoni. Bastoni. On Ouais, va bah, rester sur Alessandro Bastoni, Lorenzo, tu, la tu- saison de l'Italien. tu me le donnes parce que je suis italien, c'est ça? Je rigole. Non, mais Bastoni, moi, j'ai vraiment... en fait, j'hésitais à le prendre dans mes 3 joueurs. Mais j'ai pas voulu parce que je me suis dit, je vais plutôt m'attarder sur Acerbi que Bastoni. Mais que tu me le donnes, bah merci déjà. Bah, je trouve que vraiment cette année, si on peut parler d'un joueur qui a pris en maturité aussi, bah c'est lui. Je le trouve plus mature dans le jeu, plus physique. Et je trouve que Acerbi lui a donné un peu de ce qu'était un ancien défenseur italien, si vous vous souvenez, le défenseur un peu agressif qui met des taquets. Bah lui le fait maintenant. Moi je le trouvais trop gentil là-dessus. Maintenant il le fait, mais il le fait bien et il le fait de manière rusée. Son jeu au pied, bon, je crois qu'on n'en parle plus, les gars, hein. Son jeu, pour moi, il aurait pu être milieu de terrain, ce joueur, tellement il a un jeu au pied qui est incroyable. Ses percées, ses montées, elles restent toujours franchement, je ne comprends pas ce joueur. Genre, à chaque fois que je le vois, ça reste mon mystère. Je me dis, mais ce joueur, c'est pas un défenseur central, c'est un piston, c'est un attaquant, c'est un milieu. J'ai l'impression qu'il peut jouer à tous les postes, quoi. Alors, certes, sa finale, elle est pas bonne, mais des 3, franchement, des 3 que Bissek sorte, Carlos, franchement, la finale, je vais même pas lui reprocher. Voilà, ça a été une faillite collective. On peut pas Mais de s'interroger la, sur la de toute façon, moi, la finale, j'ai même pas envie de m'y attarder, parce que pour moi, ils ont tous failli. Mais pour moi, cette saison, c'est celui qui a vraiment montré qu'il avait pris un leadership encore plus fort. Et c'est pour ça que je dis que là, beaucoup t'expliquent qu'il faut une révolution entière de l'Inter et que ça va être dur, mais en vrai, ça ne va pas être dur. T'as déjà tes leaders dans le vestiaire. En défense, tu as ton leader, et c'est Bastoni. Bastoni, il peut... Pour moi, c'est ton leader défensif, c'est le mec qui, aujourd'hui, est même leader de la nationale en défense. Donc tu as un leader qui est connu maintenant et qui fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Et pour moi, je vais même le dire, pour moi, c'est le meilleur défenseur du monde. Parce que il peut jouer offensif, défensif, il est dur sur l'homme, il sait se placer, il est malin, il est intelligent, il a tout en fait ce joueur, il a tout. Et moi cette année, s'il y en a un en défense que je ne veux pas lui taper dessus avec Pavard, bah c'est lui parce que pour moi il aurait été irréprochable toute la saison. Il s'est raté sur allez, quelques matchs, mais franchement les quelques matchs où il s'est raté, ça s'est pas tellement vu parce que dans tous les cas, il apporte tellement dans le jeu. Et juste pour revenir vite fait Antoine sur ce que tu disais sur Di Marco, je pense que la blessure l'a détruit. Je pense que la blessure lui a fait mal. Et en même temps, je crois qu'il y a eu des trucs en. Est-ce qui s'est passé personnel qui l'ont un peu atteint. Donc je sais pas si c'est que ça, mais voilà, pour moi, de toute manière, t'as une Je suis pas au base et courant. basta. Personnel, je suis pas au courant pour Ah bah je sais pas, j'avais lu un truc sur Gazeta à un moment qui parlait de ça. Mais en tout cas, moi je vais pas je peux pas m'attarder sur Bastoni que dire oui, il fait partie des MVP pour moi avec Sommer, Barella, Bastoni et Dumfries. Pour moi, ils ont été les tops cette saison. Mm.
On va passer du coup à notre ami Simone Inzaghi parce qu'on a fait le bilan des joueurs. Maintenant, il est temps de faire le bilan de l'entraîneur. J'ai résumé quand même son passage à Inter parce qu'on a fait dans le bilan collectif, c'est donc le bilan de Simone Inzaghi. Donc, on va s'attarder un peu sur son passage à Inter aussi en globalité, même si on fait uniquement le bilan de la saison 2024-2025. Donc, Inzaghi à l'Inter, c'est 217 matchs. 141 victoires, 41 nuls, 35 défaites. Son palmarès, un Scudetto, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa, 2 finales de Ligue des Champions. On va d'abord parler de sa saison et on fera un petit mot un peu sur les rumeurs de départ un peu après, mais on va quand même un petit peu aller sur sa saison avant. Fedi, sur la saison de Simone Inzaghi, euh, il y avait de l'ambition quand même. Déjà, il y avait l'ambition que le Scudetto avait été gagné, de faire mieux aussi en Ligue des Champions, parce qu'on sortait d'un huitième assez plus ou moins ridicule, entre guillemets, contre l'Atlético Madrid, où ça n'était pas passé. Donc il fallait faire mieux et techniquement il a fait bien mieux. Et puis il y a eu le fameux 3 avec le fameux triplé que Simone Inzaghi voulait faire où il a affiché clairement les ambitions. Qu'est-ce que tu en penses toi de sa saison qui aurait pu vraiment se finir en apothéose et qui s'est fini mine de rien de manière assez tragique entre guillemets où il y a ce score qui restera dans l'histoire du football avec ces joueurs-là sur la pelouse, avec Simone Inzaghi comme coach de cette équipe qui a pris une manita en finale de Ligue des Champions. Euh, Compliqué quand même alors je sais pas si c'est justement sa dernière image avec l'Inter, mais ça peut être une dernière image assez piquante mine de rien pour sa carrière de coach Fédé. Bah, si c'est la dernière image, elle restera douloureuse parce que peut, on peut pas dire il mérite pas ça, mais il a respecté toutes les compétitions depuis que Simone Inzaghi est arrivé. Il a respecté toutes les compétitions qu'il a jouées. Il n'a pas sacrifié de coupe. Il n'a pas sacrifié de Supercoupe. Il n'a pas sacrifié l'Europe. Il a joué dans son esprit. L'Inter est engagé sur 3 ou 4 compétitions. Ben, on essaye de toutes les gagner. Et normalement, ça devrait être le discours de tous les entraîneurs. Parce que les Napolitains peuvent fanfaronner et tout ça, mais Conte, il y a quand même eu un budget mercato cet été. Il a saboté, il n'y avait pas de Coupe d'Europe. La Coupe d'Italie, bah, il l'a lâché. Après, si t'as que le championnat à jouer, c'est beaucoup plus simple avec un seul match par semaine. Et il a failli se planter. Ça s'est joué à 3 ou 4 minutes près contre la Lazio. Donc non, c'est ça en fait. Il y avait un moment le risque de rien gagner. Mais je préfère rien gagner, mais en ayant respecté toutes les compétitions, que de rien gagner, d'avoir fini quatrième en championnat, de mettre. Moi, je veux bien que les supporters de la Juve de Milan, ils rigolent, c'est une saison ratée, tout ça. Mais votre saison, pour l'un, c'est la même saison que nous, en pire. Et en plus, en se faisant, eux, la Ligue des Champions, le championnat, la saison, elle était finie au mois de mars à Turin. Et Milan, le seul trophée qu'ils ont, ils ont gagné une super coupe qu'on leur a donnée et ils ont permis à Bologne de gagner un trophée après 51 ans sans trophée. Donc du coup, bah, Inzaghi, moi, je tire mon chapeau pour la saison. La finale, euh, la finale, Inzaghi, il est pas sur le terrain et je pense que Inzaghi aurait été sur le terrain, on aurait plus vu l'Inter. Parce que limite, c'était le seul qui physiquement, il a été présent. Il a encore pris un carton jaune de toute façon. Mais ça a été le seul, en fait. En fait, on aurait dû avoir 11 Inzaghi sur le terrain pour la finale. Donc non, après, c'est tout. Il n'y a pas de trophée. On le savait que c'était une possibilité. C'est déjà arrivé dans le passé. Il y a eu le Bayer Leverkusen qui avait fait un peu le même genre de saison que nous. Puis, bah, il n'a pas été champion. Il n'a pas gagné la Coupe d'Allemagne. Et il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ça arrive.
Mais moi, Inzaghi, je suis pas parce que, selon certains comptes Twitter, ce serait mon père. J'aimerais tellement que mon père soit Inzaghi. J'irais voir les matchs sur le banc au lieu de payer des places. Donc, malheureusement, non, c'est pas mon père. Mais moi, perso, je le laisserai continuer et je lui donnerai les moyens de, de faire ce qu'il a fait cette année, mais avec des moyens, avec un effectif un peu plus riche et puis des vrais, des vrais remplaçants, mais des vraies solutions. Parce que tu joues pas 4 compétitions avec l'effectif qu'on avait. C'était, c'était pas, je vais pas dire du suicide, mais on partait quand même. Il y avait quasiment, allez, dans le meilleur des cas, la Super Coupe, le championnat, et puis je pense qu'il aurait fallu, on serait sorti contre le Bayern, le championnat on l'aurait gagné. Mais je pense que même il n'y aurait pas eu la finale, on serait sorti contre le Barça, le championnat on l'aurait quand même gagné. Donc non, Inzaghi c'est tout. Il a joué avec ses armes, les armes qu'il avait, et c'est un compétiteur. Donc je pense que quand il rentre dans une compétition, c'est pour la gagner. Bah, voilà, c'est tout. C'est le risque, c'était de finir à quasi rien de tout gagner ou de rien gagner. Bon, bah, c'est tout, on n'a rien gagné. Mais moi, Inzaghi, je veux bien, des gens ils veulent le remplacer par Pierre, Paul ou Jacques, mais on sait ce qu'on va perdre, on sait pas ce qu'on va gagner derrière. Lorenzo, toi, sur Simone Inzaghi, sur le bilan de sa saison? Oh, moi, je vais être direct, hein. Pour moi, au moins, il a osé annoncer tout de suite les mots. Je veux le tripler. Il a peut-être rien eu, mais au moins, faut lui donner du respect. Parce que depuis son arrivée à l'Inter, je crois qu'il n'avait pas eu un seul mercato comme a eu Conte. Ou Conte, sur 2 mercatos, il nous a flingué les bilans à chaque fois. Faisait des caprices comme un bébé parce qu'il voulait une grosse enveloppe et tout. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs il part et que derrière, bah, on voit la belle reconnaissance qu'il a pour l'Inter. Mais comme a dit Fédé, et comme a dit Fédé, je pense qu'Antoine y pense aussi, comme moi. Et je suis d'accord. Pour moi, Milan, ils peuvent se moquer, mais on s'est pas fait éliminer ridicule, on s'est pas fait éliminer par Feyenoord. On n'est pas passé pour des clowns en finale de Coppa Italia. On leur a juste donné une super Copa et derrière ils fanfaronnent, mais en attendant, ils sont dans une situation bien pire que nous. La Juve, économiquement, ils devraient regarder un peu leur compte parce que c'est au niveau du plus bas également. Et je crois que d'ailleurs, ils veulent Inzaghi. Bah, c'est quand même étonnant parce que je crois que c'était un entraîneur qui était mauvais et qui n'a pas réussi chez nous. Bah, c'est bizarre qu'ils le veulent aussi. Donc non, moi ça me fait un peu rire d'entendre les autres. Maintenant, moi je vais rester sur Inzaghi et dire bah non, c'est un grand coach qui lui échappe encore bah, cette Ligue des Champions. Mais au moins il a eu les coronets de dire une chose en conférence de presse un jour. Je veux le tripler. Il veut gagner, c'est un gagnant. Je pense que c'est un gars qui se remet toujours en question. Lorsque il fait la saison où il va en finale de Ligue des Champions, il gagne une Copa, une Super Copa, où tout le monde voulait sa peau à la fin de saison, et qu'on t'explique que il est sauvé parce qu'il fait une finale de Ligue des Champions, bah derrière, il se remet en question et réussit à faire mieux. Moi, à un moment donné, en fait, Inzaghi, si tu lui donnes les moyens que tu as donnés à Conte, je pense sincèrement qu'il peut être gagné une Ligue des Champions. Et vu le discours de Marotta qui t'expliquait certaines choses également, je pense que cet été, il y aura, et je l'espère, des finances pour lui, et que la réunion de Marotta qui sera demain donc avec lui sera surtout pour savoir si lui il se sent toujours capable de tenir l'Inter, malgré cette grosse finale de perdu et ce gros score. Est-ce que il se sent toujours capable de tenir son objectif de faire un triplé? Moi, je pense qu'Inzaghi, c'est un battant, c'est un gagnant, et que son objectif avec l'Inter, c'est de gagner au moins une Ligue des Champions, et il partira pas comme ça. Et toi, Antoine, sur Ah, moi, le Lemon Ball? Inzaghi, j'adore ce coach. Comme Fédé, on m'a dit que j'étais son fils, soi-disant. Mais on est des frères. Eh, les, Là, les- les frères, anecdote d'ailleurs, amusante. pouvez-nous trouver des places, s'il vous plaît, pour nous, gratos ou pas? Genre, Ouais, vraiment. on voudrait des places sur le banc, mais on n'y Bon, arrive concernant toujours pas. Inzaghi, je vais dire la vérité, c'est un grand monsieur, on est obligé de l'applaudir. Est-ce que je peux débattre là-dessus? Je sais qu'il y en a qui font des scandales et qui sortent de sa zone technique, tout ça.
Je crois qu'ils n'ont pas grand-chose à faire de leur vie, c'est les gens qui font ça. Comme j'ai commenté récemment, j'en parlais après une vidéo de Canal Inter, Inzaghi, moi, si on peut lui proposer un CDI, faut le faire. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher concrètement? Regardez l'effectif qu'il a. Vous avez vu ce classement des clubs en Europe qui investissent et tout? On est combien? On n'est même pas dans le top 30. Et pourtant, tu regardes nos performances à l'échelle européenne et nationale. Depuis son arrivée, en Italie, on est le meilleur club à l'échelle nationale. Le titre de champion d'Italie, des coupes d'Italie, des super coupes. On va faire 2 finales de Ligue des Champions. Donc maintenant, je pense que c'est un coach qui mérite qu'on lui investisse. On investit sur les profils qu'il demande, surtout, qu'il valide lui-même, qu'on ne lui impose pas des joueurs. Et qu'on construit, on va pouvoir construire ensemble une Inter très forte, la plus forte possible. Parce que je crois vraiment en ce coach. Je pense que n'importe quel supporter de l'Inter devrait croire en lui. Et peu importe ce qui s'est passé en finale, moi je continuerai d'aller au stade et de chanter pour l'équipe et pour lui. D'ailleurs, sur le tableau dont tu parlais, donc c'est les dépenses mercato des clubs depuis que Inzaghi est arrivé en 2021-2022. C'est pas qu'on est même pas top 30, c'est que dans les dépenses mercato, on est 241e puisqu'on est à moins 140 millions. C'est-à-dire que on est en balance positive de transfert. C'est-à-dire qu'on n'est même pas en négatif sur les transferts. On a rentré plus d'argent sous C'est une Simone folie. Inzaghi qu'on en a rendu. Alors, je pense certainement, parce que pour être aussi bas dans le classement, je pense qu'il compte Lukaku et Hakimi dedans. Je pense peut-être aussi bas sans Lukaku et Hakimi, je pense pas que ce soit possible. Mais techniquement, bon, il en a pas bénéficié de ces joueurs-là, techniquement, Inzaghi. Donc pour dire, voilà, que c'est vrai il a jamais eu les mercatos dignes du club. Maintenant, il faut voir aussi qu'est-ce qui va se passer pour passer aussi à la partie un peu Inzaghi est-il sur le départ? Je vais un petit peu dans cette histoire de bilan, parce que peut-être qu'on fait le bilan aussi de Simone Inzaghi à l'Inter tout court. Alors, après le match, notre ami Inzaghi a dit: je suis fier de ces garçons pour ce qu'ils ont réalisé dans cette séance. C'est une défaite qui fait mal, mais qui n'efface pas ce que nous avons fait. Le PSG a été plus fort, ils ont été meilleurs. On a mal approché le match. On termine l'année avec 0 titre, mais bravo quand même. Et je l'ai dit dans le vestiaire, ma dernière fois sur le banc de l'Inter. On verra ces prochains jours. Il y a trop de déception et amertume là maintenant. Il y a du temps pour en parler calmement. Et aussi, après le match, il a aussi dit: je ne suis pas sûr de participer à la Coupe du Monde des clubs avec l'Inter. Il ne me semble pas opportun de parler de mon avenir en ce moment. Je suis présent à cette conférence de presse par respect et politesse. Cette défaite me rend triste. Il avait été aussi interrogé en sortant du quartier général de l'Inter. Pareil, il a esquivé les questions sur son avenir. Et sur les infos récentes qu'on a, donc on en a parlé, hein, réunion dès demain, donc mardi 3 juin, pour parler du projet et du cycle. Est-ce qu'Inzaghi continue ou pas, avec un avenir qui reste très incertain. Et mine de rien, dans les infos qui circulent côté Arabie Saoudite, ils sont de plus en plus confiants. Le club d'Al Hilal est de plus en plus confiant pour se dire que Simone Inzaghi acceptera leur proposition. Oui, Et après, Romano, il disait pas la même chose dernièrement, genre même lui, il croit pas non, trop à bah, Inzaghi. Il y non, croit parce pas que trop à Inzaghi pour une raison, c'est que Inzaghi, je pense que c'est quelqu'un qui est un challenger. Je pense que l'Arabie Saoudite, pardon, hein, je veux pas leur manquer de respect, mais ça vaut pas les 5 championnats européens, ça vaut pas ça, tu vois. Si Inzaghi doit partir, ça sera pour un grand d'Europe, hein, pas pour une petite équipe d'Arabie Saoudite, hein. en tout cas, c'est des infos qui sont corroborées, que ce soit par des Di Marzio, des Matteo Moretto ou même la Gazzetta et autres. Donc, l'info sur que le club d'Al Hilal est de plus en plus confiant pour la proposition. Après, comme c'est l'info est dans la phrase, le club saoudien se dit confiant. Après, par rapport à l'offre, peut-être par rapport à quelques sentiments et tout, Inzaghi donnera sa décision demain. Donc, on verra bien. Et il veut évidemment des garanties sur le mercato pour rester à l'Inter. On va pas profiter du podcast parce que déjà semaine prochaine on a la radio libre, on en reparlera mieux dans la radio libre parce qu'on aura la décision de Simone Inzaghi d'ici là, mais
moi, la question que j'ai envie de vous poser, les gars, pour conclure ce podcast, Fédé, est-ce que si Simone Inzaghi dit demain qu'il ne reste pas à l'Inter et qu'il souhaite partir, cela signifie qu'on peut avoir peur pour la saison prochaine, que ce soit d'un point de vue du coach, parce que sur les coachs qui sont annoncés, on a du Cesc Fabregas, du Patrick Vieira, du Raffaele Palladino, du Francesco Farioli, du Roberto De Zerbi, du Christian Kivu. Donc bon, on a à boire et à manger sur tous les coachs-là. Donc au-delà d'un coach très jeune pour repartir sur ce nouveau projet et aussi très peu expérimenté, qui sera le prochain coach, ça veut peut-être aussi dire que sur le mercato aussi, Simone Inzaghi se dit qu'il dans la réunion, on lui aurait pas donné les garanties qu'il attendrait pour rester. Donc est-ce que Simone Inzaghi dit à la réunion qu'il ne souhaite pas continuer l'aventure à l'Inter au-delà de cette saison, est-ce que c'est un très mauvais signe pour la saison prochaine qui arrive, en sachant qu'une Coupe du Monde des clubs, le prochain match de l'Inter est dans 16 jours? Bah, niveau préparation, surtout qu'en plus, si tu prends un entraîneur qui joue pas. S'il demande des garanties, budget compté, je pense qu'il les aura pas. Faut pas rêver, il y aura pas 200 millions de mercato cet été, même 150. Mais si il cible certains postes et qu'on lui trouve des joueurs et qu'on investit, parce que là, on faisait des recrutements, on regardait la liste des joueurs libres et on lui disait, bah, à ton avis, lequel, là, il y a moins la contrainte cette année, surtout que niveau gain, surtout vu les rentrées par rapport à la campagne de Ligue des Champions. À un moment, Octree, il faut aussi se dire que s'il veut mettre le club en valeur, il va falloir sortir un petit peu de pognon. Et je pense que là, ils l'ont compris. Donc si Inzaghi, après, il sait bien se vendre, et son parcours, ça peut l'aider à bien se vendre, il leur fait comprendre que cette saison, les 4 compétitions, j'étais pas loin de toutes les gagner, mais il m'a manqué plusieurs armes. Maintenant, moi, je veux bien rester, mais il faut me donner les moyens de... Vous voulez gagner des trophées, et je pense que de toute façon, c'est ce qui doit se tenir comme discours. Mais c'est l'offre pour moi, Inzaghi, je vois pas l'intérêt pour lui d'aller en Arabie Saoudite. Le mec, c'est un compétiteur. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de la Coupe d'Asie, la Coupe de la Ligue des Champions en Asie et du championnat saoudien? Ce serait pas logique. Ouais, Si non, tu mais vois que c'est un mec. pour moi, je suis d'accord avec toi, Fédé, là-dessus. C'est pas Moi, possible. moi, je pense tu vois, c'est comme les joueurs quand veulent se faire prolonger leur contrat, mais ils sortent leur agent, il sort une offre d'un autre club qui leur propose un peu plus, puis du coup, moi, je pense qu'Inzaghi, il s'est dit, c'est peut-être le moyen de pression pour avoir, parce que moi, je pense qu'Inzaghi, il a pas fini son histoire avec l'Inter. Il doit se dire, je suis passé, la C1, je suis passé 2 fois pas loin. Le championnat, j'en ai loupé Même pour son image. deux que j'aurais pu Son prendre. image. Imagine, il se dit l'Inter, là, c'est le club pour l'instant que j'ai le mieux réussi. Mon image, c'est quoi? Je pars sur une défaite 5-0 en finale. Ouais. Et que j'aurais pu, Alors qu'il et que est j'ai adulé loupé. par le public. Hein. Vous allez au stade, il Ouais, affiche les chants et tout le sur le. public, il adore. Quand ils sautent, ils lui ont demandé de sauter, il saute. T'entends le Simone C'était. Inzaghi, oh, tu l'entends ça dans le public. Mm. Donc non, je pense qu'Inzaghi, il y a les cartes en main pour leur faire comprendre que il faut mettre un petit peu de moyens parce que les autres, ils ont des moyens illimités. Je pense pas qu'il va leur demander, je vois pas Inzaghi leur demander 200 millions de joueurs ou 300 millions, mais vraiment de lui renforcer l'équipe et que dans les moments où il y a des blessures parce que là, Il a on peut-être attaque, demandé et d'avoir un vrai rôle pour choisir les joueurs. Ça doit être validé par lui. Je pense qu'il va vraiment vouloir insister là-dessus, à mon avis. non, moi, je pense que vraiment, il veut vraiment que ça se passe pas que sur du marché de joueurs libres. Que qu'on choisit des joueurs, qu'il y en a qui seront peut-être libres, hein. Il y a peut-être des joueurs libres qui sont intéressants. J'ai pas vu la liste des joueurs qui seront à 0. Ah, là, on sera à fond sur Mais, Jonathan David. C'est le premier nom. Et il y a mais, aussi une ou deux rumeurs sur Modric, mais j'y crois pas. mais si, genre, il y a un poste, si le joueur il faut prendre un joueur d'un niveau et payer de l'argent, ben on le fait. On va pas sur la liste des joueurs libres et je pense qu'il veut peut-être moins bricoler.
vraiment Et je pense choisir qu'il des en a marre, tu profils. vois. Ça fait 4 ans ça fait 4 ans qu'il fait ça, quoi. Donc, à un moment donné, Bah, je pense qu'il a envie. c'est surtout que là, je pense qu'en attaque, il doit vraiment en avoir sa claque parce que malgré que tu vois qu'il s'entend bien qu'Arnautovic, tout, mais il sait qu'Arnautovic, il a 36 ans, que c'est plus Arnautovic d'il y a 10 ans Et et qu'il qu'Arnautovic peut n'a pas. jamais vraiment percé, tu vois, dans les gros. Même là, tu le Ouais, vois, voilà. il a C'est, jamais c'était une, explosé comme certains voulaient. c'était une solution parce qu'il fallait un attaquant et voilà, Acerbi, c'est pareil. Après, Acerbi, il voulait un peu parce qu'il connaissait, mais c'est toujours mieux de travailler avec des joueurs que tu as déjà connus quand tu prends des joueurs libres. Et il veut peut-être vraiment des vrais recrues parce que là, en vrai recrue, euh, Un qui sur c'est chaque qu'il y a eu ligne, je comme, pense. On devrait faire. ah, moi, je pense c'est comme l'histoire du défenseur. À un moment, c'est tout. Acerbi, De Vrij, à la limite, tu gardes De Vrij, mais tu peux plus garder les deux l'année prochaine. De C'est toute façon, c'est sûr pareil. que l'un des deux, il va partir, c'est sûr et certain, de manière. Ouais, bah, moi, et ce qui j'achète a un aidé joueur sur chaque qui a ligne, aidé hein. l'Inter aussi avec Inzaghi, c'est qu'Inzaghi, il a réussi à placer des joueurs qui savaient jouer dans plusieurs postes. Parce que t'as un blessé, t'as un Bastoni suspendu, bon, tu peux toujours faire jouer Carlos Augusto qui, à la base, il est venu pour être piston. Euh, T'as Darmian qui peut jouer un peu pareil, défenseur central et piston. Bissek, il a fait jouer piston et défenseur central. Bissek, il a même fait jouer à gauche, Zaleski qui peut mettre en piston comme en milieu de en terrain. milieu. Tu peux le mettre. Voilà, tu vois. Et ça, je pense qu'il veut plus de garanties sur recruter des joueurs pour recruter. Bah, pas pour recruter, mais recruter des joueurs qui apportent une plus-value à l'équipe. Et pas. Après, je pense que Zielinski, il est peut-être pas déçu de Zielinski, mais c'est peut-être un cas comme Taremi qui se dit bah, j'avais besoin d'un attaquant, on m'a pris Arnautovic l'année dernière. Cette année, Une on m'a pris période, hein, Taremi. Ça, Zelensky pour moi. c'est. Non, on a pris le Ouais, cousin de Taremi, s'il te plaît, Fédé. On a pris le c'est cousin. un gâchis. C'est un gâchis, mais après, il vient de Porto, les joueurs de Porto et de l'Ajax. Et depuis des Ça marche jamais, années, bah, ça marche pas. ça marche jamais Et oh avec eux. putain, je sais pas, c'est peut-être parce que le système de jeu d'où ils viennent, ou la culture du foot, elle s'adapte pas, tu vois, c'est tout, Non, c'est mais comme ça, c'est. de toute manière, qu'importe, même si Inzaghi part, dans tous les cas, cet été, tu es obligé d'investir plus parce que dans tous les cas, tu es obligé déjà, l'attaque, tu es obligé de la modifier parce que Correa part. Arnautovic ne sera pas prolongé, donc il va partir aussi. Taremi, je pense que première offre, on va le laisser partir, vu ce qu'il a Fenerbahçe fait. le Bah, Fenerbahçe, gratuit. Ils veulent que je l'emmène en voiture s'ils veulent. Je le transporte. Acerbi, je pense qu'il prolongera pas. Bah, Mkhitaryan, je pense. Mkhitaryan, je pense que ça sent la retraite. Là, Alors Mkhitaryan sinon, et Acerbi, ouais, ils vont arrêter, c'est sûr. Là, je à moins pense que. qu'ils vont, à moins qu'ils vont en MLS, dans un championnat comme ça, je suis même pas sûr. Ah, encore quoique, Mais Acerbi, j'ai pas vu de rumeurs comme quoi l'Arabie Saoudite le voulait, comme quoi la MLS le voudrait, tu vois. Il n'y a pas ces rumeurs-là. C'est pour ça que je te dis, moi, Acerbi, moi, je pense que c'est la fin, tu vois. Genre là, je pense qu'il va arrêter. Pour qu'il ait pris sa retraite internationale, c'est je pense que derrière. Pour finir ce podcast, un petit dernier mot par rapport à la Coupe du Monde des clubs. Que bon, on va pas, c'est vraiment, comme je l'avais déjà dit, une saison dans la saison, donc très compliqué de pouvoir le faire. Compliqué aussi à dire parce qu'on sait pas avec quel entraîneur on va y aller. Bon, on sait qu'on y va avec en tout cas déjà 2 joueurs supplémentaires en plus dans les recrues. Petar Sosic qui, qui viendra plutôt, parce qu'il n'est jamais encore vraiment arrivé au club, qui viendra du Dynamo Zagreb, et Luis Enrique qui est arrivé aujourd'hui à l'aéroport et qui Oh signera son contrat demain en même temps et qui du coup sera officialisé avec Petar Sosic dans les prochains jours. Donc on aura 2 joueurs en plus, on aura évidemment les frères Esposito qui vont revenir. On l'a oublié, mais on a un certain Valentin Carboni qui reviendra aussi de sa Alexander blessure Stankovic. Alexander Stankovic aussi qui reviendra. Donc on a pas mal de jeunes joueurs. Attends, Peut-être Carboni est aussi pas baissé jusqu'en septembre? là normalement Non, de ce il est que revenu il j'avais y a pas vu, très longtemps, hein. Il est revenu il y a il pas très continue longtemps. il continue sa phase de Ah, réathlétisation. ok, je savais pas. Il devrait être prêt pour la mi-juin, fin juin. Donc est-ce qu'il va Après, être les gars, c'est le embarqué au ligament moins? croisé, jeune joueur, à voir comment il Il va faudra réussir voir. à.
Mais voilà, il y a pas mal de joueurs qui vont arriver, donc bon, gros chamboulement. C'est pour ça que pour moi, c'est pas la saison 2024-2025 parce que des joueurs en plus, des joueurs qui ont joué dans d'autres clubs avant, donc bon, c'est compliqué de considérer ça dans la même saison. En un mot rapide, chacun d'entre vous, Antoine, qu'est-ce que tu attends de cette Coupe du Monde des clubs? Transition. Donc en fait, je vais dire que c'est une transition pour. Je vais vous le dire cash, moi j'aimerais bien. Je sais pas si ça va se passer comme ça, que certains joueurs qui ont été surutilisés dans la saison soient mis vraiment au repos. Coupe du Monde de club. Je pense à Lautaro, Barella, Bastoni, Çalhanoğlu, et que le but, ça soit vraiment de se dire, un peu à la manière d'une pré-saison, je vais tenter des jeunes que je n'aurais pas tenté d'habitude et les évaluer. Pio Esposito, on a parlé d'Alexander Stankovic, évidemment. Bon, on a de nouvelles recrues. Et de mixer entre ces jeunes-là et des remplaçants de la saison régulière qui n'ont a priori pas assez joué. Zielinski, Atesi, on ne sait pas s'il sera encore là. Mais ce serait bien qu'on fasse un mix de tout ça pour évaluer vraiment une partie de ton effectif, des jeunes. Parce que peut-être qu'avec le bilan de cette pré-saison, on pourrait se dire, Pio Esposito, peut-être qu'il est prêt pour être remplaçant à l'Inter. Je dis bien peut-être, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est le futur crack. Mais c'est ce que j'attends un peu de cette compétition. Je pense qu'on pourrait essayer d'en profiter de cette manière. Fédé, toi, qu'est-ce que tu en attends de la Coupe du Monde des clubs? Alors, des matchs à 3 heures du matin, comme je bosse le lendemain, je vais pas les regarder. Donc, du coup, je vais suivre. Je regarderai vraiment si. C'est quoi? C'est un format trois matchs de Donc c'est poule. 3 matchs de poule, plus après huitième, quart, demi-finale. Le seul match qui Ouais, sera pour le moment accessible pour les Européens, ça sera le match contre les Urawa Reds du Japon qui sera à 21h. et sinon, les autres, c'est à 3 heures du matin, c'est ça. C'est ça. Et ils diffusent en France ou? C'est DAZN qui diffuse normalement. Donc après, il y a Ouais, toujours donc l'accès. possibilité, je pense, de se les faire Ouais, possiblement en replay à un ouais, moment on donné, y de paie. pouvoir voir ça. Mais, On non, y mais paie. au-delà des matchs en eux-mêmes, enfin au-delà des matchs de les regarder en eux-mêmes, tu t'en attends quoi de la compétition pour l'Inter? Bah, rien. C'est. En fait, je crois que je vais. À la limite, s'il y a une finale, je la suivrai peut-être, et encore, c'est même pas sûr. Mais pour moi, la compétition, déjà, ouais, ça me dit rien. Je sais pas pourquoi, je suis vraiment. C'est un peu comme la Ligue des Nations, c'est des compétitions, en fait, je me demande à quoi elles servent. Même pas River Plate. C'est en rajouter des matchs pour. Pour faire plus de thunes. Ouais, ouais, c'est ça, mais. Ouais, non, je suis pas. Je pense pas que je. Je rappelle, alors je crois que déjà tous les participants touchent 25 millions déjà de participation. Et si je me souviens bien des chiffres qui ont été évoqués dans la vidéo de Romain Molina, les demi-finalistes toucheront, je crois, 70 ou 80 millions d'euros. Et le gagnant, enfin le finaliste et gagnant entre 90 et plus de 100 millions d'euros. Donc mine Ouais, de donc, rien, ouais, ça vaut le coup quand même. je pense pas que l'attaque ça sera Pio Ça vaut plus le Esposito coup ou que le Lanci Copa Carboni. Italia. Voilà, je peux pas dire, mais je pense pas qu'avec des montants comme ça, l'attaque sera Valentino Carboni et Pio Esposito. Je pense que Marcus Thuram et Lautaro Martinez vont devoir cravacher encore quelques semaines en plus, parce qu'il y a encore Bah, il y un a bon billet à prendre. il y a pas les éliminatoires aussi. Et le mercato va aussi peut-être se financer via les résultats en Coupe du Monde des clubs, je pense aussi. Donc, mais bon, c'est un avis aussi fait de se dire que bon, moi, la compétition, j'en entends rien parce que comment elle est placée et tout, c'est un avis qui se défend. Non, mais c'est parce Et que la saison, elle oui, est. elle Elle est traîne, elle En lourde. fait, traîne. il y aura pas de trêve. Parce que là, ça va se finir quand? Ça commence 17 juin, ça va se finir début Nous, on juillet. commence le 18. On commence le 18 juin et après, bah, dès que t'es éliminé, tu rentres chez toi. Ouais, bah, en plus, Donc, après, les équipes. Après, il y a vraiment que le match contre River Plate qui limite, il peut attirer un petit peu, tu vois. Après, j'ai rien contre les Japonais et c'est des quoi l'autre équipe? Mexicain. c'est Urawa Reds et Monterrey. Ah, tu vois, peut-être les Mexicains. Il y aura peut-être mais ouais, ça se passe aux États-Unis, c'est. Je sais pas, moi, Mhm.
C'est une Non, mais c'est un compétition, ouais, avis, je sais pas. Après, c'est un avis peut-être, qui. après, peut-être qu'ils feront une deuxième version, peut-être en Europe ou je sais pas, peut-être autre part, en Asie, tout ça, peut-être qu'elle, mais là, je sais pas, je trouve que ça rajoute encore, alors qu'on se plaint toujours, tout le monde dit les saisons, elles sont ultra longues. Bah là, minimum, tu vas faire 3 matchs de poule, peut-être un huitième, un quart, tu peux te rechoper 8 matchs derrière, quoi. Hmm. Ouais, non, je suis. Eh ben, il nous manque que toi, Lorenzo. Ton avis sur cette Coupe du Monde des clubs avant qu'on conclue ce podcast. Bah, cette commande des clubs, pour moi, elle va juste être des tests. Voilà, moi je pense qu'honnêtement, cette Coupe du Monde des clubs est hyper mal placée. Déjà que tu as fait une saison avec un total de 50 et 60 matchs, moi ça me fait bien rire que d'un coup l'UEFA se dise bah tiens, faudrait peut-être faire un autre truc pour qu'on gagne un peu plus d'argent. La FIFA. La FIFA, hein, pour être La La plus FIFA, FIFA, précis. ça. pardon, excuse-moi. La FIFA, bon, Une ouais, la idée de FIFA. notre grand ami et supporter Infantino. Ouais, bah Infantino, Exact. ça reste toujours drôle. Que ce soit la FIFA et l'UEFA, de manière, c'est faut utiliser les joueurs le plus possible, et s'ils se plaignent du nombre de matchs, on leur met des amendes. Mais voilà, après, pour moi, je pense qu'aucun club ne va la jouer à fond. Ouais, faut faire Euh, des tests comme j'ai dit, on pourra tester pour des moi, faut, jeunes, voilà. des remplaçants. Faut pas se jouer Aucun de la club va saison la jouer à régulière. fond. Je pense que déjà, il y a un club anglais et un club espagnol qui vont vouloir prendre leur revanche sur leur saison catastrophique. Tu crois vraiment que le Très, Real va la très jouer à réel. fond? Je Ah pense Ouais, le que bah, Real, ils sont très forts. il y a quand même une revanche à prendre sur le fait de se faire éliminer en quart de finale de cette manière par Arsenal. Et il y a un club anglais qui enchaîne les millions Saison d'euros, blanche, je trouve aussi qu'Alonso, ils veulent la gagner. oui, qui a pas tellement digéré le fait de se faire éliminer en 16e de finale de Ligue des Champions. moi, je sais pas, pour moi, je pense qu'ils vont tous essayer. Soit ils vont tenter de faire des tests, soit bah, ils vont la jouer à fond de manière. Moi, je sais même pas comment penser de cette compétition. Pour moi, c'est une compétition de trop dans une saison qui est déjà extrêmement longue et qui a été tellement intense émotionnellement que c'est vrai que la Coupe du Monde des clubs, j'arrive pas trop à me poser de questions dessus. J'arrive pas à savoir quoi en penser. Déjà là, il y a les trêves internationales, donc bah, il y a des joueurs qui vont se battre à 100%. Certains pour la Ligue des Nations, d'autres pour les qualifs de la Coupe du Monde. Donc voilà, moi je pense que l'objectif sera pas de la gagner, mais au moins d'essayer d'aller jusqu'en demi pour avoir le plus de gains possible et ça sera tout. Après, tu peux garder tes titulaires avec toi, mais faut pas les mettre des phases de poule dès les premières minutes, quoi. Faut essayer au moins de faire tourner le plus possible pour peut-être avoir un jeune qui va, je sais pas, peut-être Sebastiano Esposito, tu vois, tu le mets titulaire, peut-être que d'un coup il va se transformer en un monstre pendant cette Coupe du Monde des clubs que tu vas avoir le garder pour avoir une solution en plus en attaque. Tu sais pas, en fait, pour moi, c'est plus une solution pour trouver des alternatives. Voilà, des tests, des alternatives, la transition. Et voilà, quoi. Moi, c'est tout ce que je pense de cette Coupe du Monde des clubs. Hein. Pour moi, j'ai pas Moi, beaucoup je vais d'ambition rajouter un là-dessus. truc. Je vais rajouter un petit truc, un petit bonus. Je voudrais que sur un match de Coupe du Monde des clubs, notre duo en attaque, ça soit les deux frères Esposito. Oh, ça serait beau. Ce serait marrant. Parce qu'ils vont la jouer, les deux, très certainement. Ils seront dans le groupe. Parce que Sebastiano ne sera pas acheté par Empoli, relégué en série B, si j'ai pas de bêtises. Hein. Oui, ils sont C'est ça. relégués en série B. Du coup, ils ne le rachètent pas. Et Pio revient après une grosse saison de série B. Et ben on verra tout ça sur la Coupe du Monde des clubs. Sortez les agendas, puisqu'on jouera le 18 juin, donc dans la nuit du 18 juin à 3h du matin contre Monterrey. On jouera ensuite contre les Urawa Reds, j'ai oublié la date, et on terminera par River Plate sur ça pour cette Coupe du Monde des clubs qui arrivera très bientôt. Messieurs, on va s'arrêter là du coup pour ce podcast. On a fait une bonne grosseur et demie, un petit peu plus. On a été complet sur le bilan. Semaine prochaine, la radio libre pour parler du choix de Simone Inzaghi, des conséquences qu'il y aura et autres. Donc, ça sera pas tellement une émission bilan, ça sera plus une émission plus débrief du choix d'Inzaghi, plus un petit peu de projection sur l'avenir. Donc, on aura le temps d'en parler avec Gualchero.
Et nous, du coup, on vous souhaite une très bonne journée pour ceux qui nous écoutent en journée et une très bonne semaine en général. Merci Antoine, merci Fédé, merci Lorenzo pour le podcast. Et comme à chaque fois, on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao à tous! Ciao! Salut, salut!